Hello tout le monde, bienvenue dans le podcast de la team Feed by C. Hello tout le monde, bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast de la team Feed by C. Je suis Chloé, donc la fondatrice de la team, et aujourd'hui je suis accompagnée de Nevin. Nevin, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux un petit peu te présenter ? Bonjour à tous, merci de m'accueillir sur le podcast. Je m'appelle Nevin, comme tu l'as dit. Je suis coach et cofondateur de la formation Bayesian France. Ça fait plus d'une dizaine d'années que je coach maintenant et que j'accompagne les gens qui veulent devenir coach au travers de notre formation. Alors aujourd'hui, on va parler de la recomposition corporelle. C'est un sujet, je pense, qui est assez mal compris, disons. Beaucoup de croyances ou beaucoup d'incompréhension. Est-ce que tu veux peut-être expliquer éventuellement ce qu'est une recomposition corporelle ? Tu veux parler de laquelle, de celle où tu perds du muscle et tu prends du gras ou... Non, celle qui va dans le bon sens. Okay. Donc une recomposition corporelle, donc déjà composition corporelle, je pense que c'est important d'expliquer ce que c'est. C'est, on va dire, les ratios entre la masse maigre, donc la masse musculaire plus les tissus, etc. La masse grasse, donc qui est le tissu adipeux et qui est généralement moins voulu par la plupart des gens parce que culturellement, c'est un peu vu maintenant comme disgracieux, etc. Et on n'aime pas être trop gras. Alors il faut un certain nombre, une certaine quantité de gras quand même en termes de santé sur le long terme, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes. Être trop sec, c'est pas bon. C'est pour ça que des physiques de compétition, c'est pas forcément sain sur le long terme parce que justement la quantité de tissu adipeux est un petit peu en dessous de ce que le corps a envie d'avoir. Donc une recomposition corporelle, c'est dans le monde du fitness, généralement, c'est le fait de perdre du gras et de prendre du muscle en même temps. Donc c'est quelque chose qui est souvent perçu comme soit impossible, soit trop difficile à faire chez des personnes qui ont déjà un petit peu d'expérience en musculation. C'est exactement c'était ma prochaine question en fait, c'est est-ce que c'est possible en fait ? Comme tu l'as dit, souvent on dit c'est impossible de faire ça. Sinon, pourquoi ? Ou si oui, peut-être éventuellement dans quel cas ? Déjà, en théorie, c'est possible. Donc c'est déjà, je pense, la première étape. C'est que, ok, qu'est-ce qui doit se passer au niveau du corps ? Il faut qu'il y ait une perte du tissu adipeux et une augmentation de la masse maigre. Donc théoriquement, comment on peut faire ça ? On se dit, la problématique, c'est que pour perdre du tissu adipeux, il faut être en déficit calorique. Et pour prendre du muscle, il faut être en surplus calorique. Donc comment est-ce que c'est possible que le corps fasse les deux en même temps ? Et c'est là où le corps est extrêmement bien fait, c'est qu'il est tout à fait capable d'utiliser en fait, l'énergie qui vient du tissu adipeux, parce qu'il faut quand même se rappeler que le tissu adipeux, c'est un stock d'énergie en fait. C'est-à-dire que vous mangez en surplus calorique, le corps va prendre cette énergie dont il n'a pas besoin à l'instant T, le stocker sous forme de gras et ensuite l'utiliser quand vous n'aurez pas accès à de la nourriture. Parce qu'à la base, le corps, c'est juste une machine à survivre qui s'adapte à son environnement, qui s'adapte à une grosse quantité de nourriture. Il ne sait pas qu'aujourd'hui, génétiquement, on est dans un environnement où on a un accès infini à la nourriture, infini aux calories. Et du coup, ça serait bien qu'on s'adapte dans le sens où le corps se dise finalement j'ai pas besoin de stocker ça, de toute façon j'aurai de la nourriture demain, etc. Donc le fait de stocker, c'est pour l'utiliser quand on va pas manger. Donc ça c'est de l'énergie qui est disponible. Et pour faire du muscle, il faut deux choses. Il faut suffisamment de protéines pour construire le nouveau tissu musculaire et il faut un stimulus d'entraînement. Et du coup, aussi de l'énergie, entre guillemets, pour créer ce nouveau tissu. Donc, en théorie, on peut voir qu'on a de l'énergie qui est disponible si on a du gras. Et à partir du moment où on met en place un entraînement et qu'on consomme suffisamment de protéines, on peut faire les deux en même temps. Okay ? Et c'est pour ça que les gens se limitent trop sur le fait que c'est soit tu es en déficit calorique et tu perds du gras, soit tu es en surplus calorique et tu prends du muscle. Mais en vrai, le muscle peut faire les deux. Après, en pratique, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Quand on a coaché depuis un certain nombre de temps et pas mal de personnes, on se rend facilement compte qu'il y a des gens qui potentiellement prennent du poids en perdant un tour de taille, par exemple. Le tour de taille, c'est un bon indicateur du niveau de masse grasse.
Donc, si vous avez une taille si la taille de votre jean, si vous serrez votre ceinture de plus en plus, etc., c'est généralement un bon indicateur que vous perdez du gras. Et c'est possible que votre poids sur la balance ne change pas ou voire augmente d'une certaine manière. Et ça montrera que c'est remplacé par du tissu musculaire qui est, il faut le rappeler, plus lourd, plus dense que du tissu adipeux. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui. Mais du coup, alors, comme tu l'as dit, c'est possible. Ouais. Mais il y a certains cas où ça va être plus facile que dans d'autres cas. Je pense notamment aux personnes qui sont vraiment en surpoids ou obèses, aux débutants éventuellement, aux personnes qui arrêtent la musculation pendant un petit moment, qui font une pause pour diverses raisons. Ça peut être des vacances, un voyage, une blessure, une maladie, et qui reviennent. Est-ce qu'on peut un peu parler de ces cas-là? En fait, c'est certain que si tu as la capacité de prendre du muscle rapidement, la recomposition corporelle va être plus facile à mettre en œuvre. Et comme tu l'as dit, les cas de figure, c'est quelqu'un qui s'est entraîné depuis très longtemps, mais qui a fait une pause, soit à cause de son contexte de vie, soit il s'est blessé, soit peu importe. Une longue pause, hein, on Ouais, ne parle pas d'une semaine de pause. Non, bien sûr. Une longue pause sans activité. Ouais. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas beaucoup de volume d'entraînement pour conserver sa masse musculaire. Non, on dit quoi? Un douzième? Un neuvième. Un neuvième. Un neuvième du volume. Donc par exemple, si tu fais, j'en sais rien, tu fais 9 séries de squats par semaine, ce qui est peut-être un peu ton cas, 8-9, ouais. Potentiellement tu pourrais faire une série de squats par semaine sur 32 semaines et perdre 1% de ta masse musculaire. Ce qui est quand même dingue. Donc faire un neuvième, ça suffit pour maintenir en fait sa masse musculaire. Voilà. Et souvent pour certaines personnes, rien que d'avoir une activité physique entre guillemets, tu vois, c'est-à-dire marcher, tu vois, faire des trucs qui sont un petit peu physiques dans leur quotidien, ça pourrait potentiellement être suffisant pour maintenir une bonne partie de leur masse musculaire. Mais si par exemple, je sais pas, tu as été alité parce que je sais pas, tu as eu la dingue ou un truc comme ça. La dingue, ça dure quelques jours. Hein. Ça dure. Ouais, mais bon, disons que tu as une dingue compliquée. Il dit ça parce que j'ai eu la dingue il y a 2 semaines à Bangkok. Et que tu bouges pas pendant un certain temps et tu fonds entre guillemets de ta masse musculaire. Ou si tu avais vraiment un très gros volume d'entraînement et que tu arrêtes de t'entraîner, effectivement, tu es dans un cas de figure où quand tu vas reprendre ton activité physique, tu vas reprendre de la masse musculaire et du poids très rapidement. Et là, la recomposition corporelle, elle est très facile à mettre en œuvre. Et tu vas sans doute avoir une prise de poids malgré le fait que tu perds du gras. Tu as aussi le fait des gens qui démarrent la musculation. Ça, c'est le cas de figure qui est le plus commun, entre guillemets. C'est que tu as un potentiel de gain musculaire qui est énorme par rapport à quelqu'un qui s'entraîne depuis plusieurs années. Parce que la prise de masse musculaire, c'est une courbe un peu logarithmique, en fait, dans le sens où tu progresses très facilement au début et après, avec le temps, tu progresses de moins en moins. Et je pense que tu sais ce que c'est que pour toi, aujourd'hui, tu es obligé de faire plus de compromis, que ce soit au niveau de ta nutrition, au niveau de tes entraînements, te pousser plus dur pour faire des progrès qui sont moindres par rapport à quand tu as démarré la musculation, quoi. C'est que plus tu es avancé, plus tu as un niveau avancé, plus ça fait longtemps que tu fais ça, plus les progrès sont lents et plus tu dois fournir d'efforts pour continuer à progresser. Parce que tu te rapproches de ton potentiel génétique maximum, entre guillemets. Quand tu parles de débutants, tu dirais c'est environ combien de temps? Justement, moi maintenant, j'ai changé ma façon d'approcher le truc, et justement par rapport à ça. C'est-à-dire que maintenant, pour moi, si on fait 3 groupes, 3 catégories débutants, intermédiaires, avancés, je vais les mettre dans ces groupes-là en fonction de leur capacité à progresser. C'est-à-dire que quelqu'un qui progresse à chaque séance, pour moi, je le considère comme un débutant. Quelqu'un qui progresse de semaine en semaine ou de mois en mois, je dis que c'est un intermédiaire. Quelqu'un qui va devoir faire des gros mésocycles, que ça soit pour des prises de muscle, pour des prises de force, etc., où il va gagner, tu vois, peut-être entre 2,5 et 5 kilos sur ses perfs tous les 6 mois, tous les ans, c'est quelqu'un d'avancé. Okay. Ça dépend. Après, ça dépend aussi à quel point la personne est impliquée, l'intensité d'entraînement. En fait, ça découle de ça aussi, tu vois. Parce qu'un mec qui s'entraîne depuis 10 ans et qui est à la limite, etc., d'une certaine manière... Enfin, ouais, je vois ce que tu veux dire, mais d'une certaine manière, s'il a du mal à progresser, pour moi, c'est quand même quelqu'un d'avancé, tu vois. C'est que je vois ce que tu veux dire dans le sens où peut-être qu'il ne fait pas tous les compromis,
c'est une réalité. Après, s'il progresse quand même, c'est qu'il fait quand même certains compromis. Tu vois. Quelqu'un qui ne progresse pas du tout, tu pourrais te dire que ouais, ça pourrait être un éternel intermédiaire aussi, potentiellement. Ouais. Et du coup, le dernier cas de figure, on disait, les personnes qui sont généralement obèses vont aussi être généralement plus capables de faire une recomposition corporelle. Ouais, parce que alors oui, mais sur le papier, ça sera plus difficile à déterminer parce que il va y avoir une perte de poids qui est souvent assez extrême. De toute façon, moi, si quelqu'un vient me voir, tu vois, avec un statut médical d'obèse, je vais faire en sorte qu'il perde du poids le plus rapidement possible. Ouais. Parce que en termes de santé, ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est que c'est vraiment terrible en fait d'être dans cette condition physique-là. C'est vraiment très mauvais, que ça soit pour le système cardiovasculaire, que ça soit pour les articulations, le squelette, etc. Enfin, toi, si je te mets 100 kilos sur le dos et que je te dis bah vas-y fais ta vie tous les jours comme ça avec 100 kilos sur le dos, monter, descendre des escaliers, etc. C'est un enfer en fait. Et tes articulations, elles prennent super cher tout le temps. Et après, encore une fois, en termes de santé métabolique, c'est terrible. Donc, faire perdre du poids à ces personnes le plus rapidement possible va améliorer tous leurs marqueurs de santé tout de suite, que ce soit leur insuline à jeun, leurs triglycérides, tout leur panel lipidique, etc. Donc, c'est ce que je mets en œuvre. Mais du coup, si tu perds du poids rapidement, tu pourrais dire ah bah je prends pas de muscle en même temps parce que je fais que perdre du poids sur la balance et que visuellement c'est difficile de voir si la personne elle prend du muscle. Parce que même si tu vois, tu fais un tour de bras ou quelque chose d'autre, tu vas avoir une diminution en fait, des mensurations parce que le tissu adipeux fond, entre guillemets. Quoi. Et ce qu'il y a, c'est qu'il y a aussi tellement de tissu adipeux que tu ne vois pas en fait la masse musculaire dessous. Mais ce que tu pourrais faire pour ce genre de personnes, c'est par exemple faire un scan DEXA, tu vois, où tu fais un scan DEXA. Un scan DEXA, l'ostéodensitométrie, c'est une espèce de grosso modo une radio du corps qui va vous donner en fait les différentes structures du corps, votre squelette, le poids de votre tissu adipeux et le poids de votre masse maigre, etc. La densité osseuse. Ouais, densité osseuse, etc. Et du coup, en fait, ça permet de voir justement les évolutions en termes de composition corporelle. Donc, si vous faites avec votre client ou votre patient un scan DEXA au début et puis après peut-être 3 mois, 6 mois plus tard, là, vous allez pouvoir voir une recomposition physique. Et c'est pour nous, dans la formation Bayesian, justement, on montre pas mal de nos clients qui ont fait des scans DEXA sur des suivis sur plusieurs mois, plusieurs années. Et on voit vraiment, et même des gens avec un niveau avancé, tu vois. Des gens qui font, tu vois, avec des ratios vraiment super impressionnants. Pour donner des exemples, tu vois, genre 1m85, 85 kg au sec et pourtant gagner du muscle et perdre du gras sur 12 à 16 semaines, tu vois. Ah, ok. Ouais. Si court. Ouais. Alors, c'est pas plus 5 kg de muscle, tu vois, clair, mais tu vois que les différents, des améliorations. Ouais. Ce serait intéressant que je refasse un DEXA scan. Moi, j'avais fait en 2019, au début de ma PrEP et à la fin de ma PrEP, j'avais commencé ma PrEP à 22% de masse grasse, terminé à 9%. Ah, ça, et je me demande, j'aimerais bien refaire aujourd'hui en off, voir par rapport au début de ma PrEP 2019. Mais par rapport au DEXA scan, il existe d'autres moyens de mesure justement de la composition corporelle. Il y en a plein, principalement les balances connectées. Des fois, c'est seulement les pieds seulement les pieds à la maison. Ou alors, il y en a des où c'est les pieds et les mains. Ou alors les pinces. Pince à pli. Voilà, pince à pli. Qu'est-ce que tu en penses de ces méthodes pour mesurer justement le taux de masse grasse ou la composition corporelle? J'allais en parler justement. Alors, les scans DEXA, c'est parfois décrié un petit peu parce que ça reste toujours une sorte d'estimation en fait. Pour vraiment savoir parfaitement, il faudrait découper le corps et je pense pas qu'il y ait des gens qui ont envie d'aller jusqu'à cet extrême pour savoir leur composition physique. Après, il y a aussi la pesée hydrostatique, ce qui est moins commun parce que plus difficile à mettre en œuvre où en fait tu prends ton poids et ensuite après tu viens te submerger dans un bac d'eau. C'est utilisé pour dans la recherche ou tu vois sur des sportifs de haut niveau, etc. Mais c'est moins commun, c'est moins accessible. Comme tu disais, il y a les balances impédance-métrie, donc tous les trucs que tu peux acheter dans le commerce qui sont faciles. Là, le problème, c'est que
en fait, ça t'envoie un courant qui vient estimer ton taux d'hydratation, etc. Et la plupart sont pas très fiables, mais d'expérience, la marque InBody est pas mal du tout. Et en fait, c'est simplement que, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces balances-là, elles te prennent une mesure sur le corps en direct et ensuite elles viennent le comparer à leurs data qu'ils ont par rapport à des gens qui ont fait ces tests et qui ont eu ces résultats-là, mais avec d'autres systèmes de mesure. Okay, et en fait, ils viennent faire une corrélation, se dire ok, bah, si tu as ça, c'est que tu corresponds à potentiellement ce type de personne et du coup, c'est ton niveau de masse grasse. Et InBody, ils ont énormément de data parce qu'ils l'ont fait depuis plus d'une vingtaine d'années. Et du coup, c'est pas trop loin de la réalité à mon sens. Après, les autres, moi par exemple, j'avais une balance Withins à la maison. Et bon, c'est un indicateur dans le sens où ça montre une courbe. C'est-à-dire, je voyais plus je prenais du gras et plus ça augmentait. Et plus je perdais du gras, plus je descendais. Mais par contre, le chiffre en lui-même était complètement à côté de la plaque. Ouais, le chiffre en lui-même est faux. Après, ce qu'il y a, c'est que quand on prend que les pieds aussi, ça prend principalement le bas du corps. Ouais. Donc les balances à la maison, moi de ce que je vois en général c'est assez off. Et même des fois dans l'évolution, il suffit que tu sois plus hydraté. Mais dès que ça, pareil aussi. Ouais, en fait, la réalité c'est que même n'importe quel type de mesure, ton taux d'hydratation va faire varier. Donc si par exemple tu fais une mesure à T égale 0 plus une mesure à T plus 30 minutes et que tu as bu un truc de fou, tu vas avoir une différence de mesure en fait. Tu vois. Donc c'est à prendre en compte. C'est pour ça que le mieux, c'est toujours de le faire potentiellement à jeun le matin pour être à peu près dans les mêmes circonstances. Et après, les pinces à plis, moi, c'est quelque chose que j'utilise en coaching. Okay. Alors, c'est quelque chose qui demande un petit peu de pratique, tu vois, pour arriver à les utiliser. Surtout qu'il y en a qui sont vraiment toutes pourries. Généralement, celles qui sont en plastique que tu achètes sur Amazon là, à 10 €, elles sont vraiment merdiques. Mais tu en as qui sont un petit peu plus... je crois AccuMeasure Gold Standard ou un truc comme ça qui sont pas trop mal. Et ça permet de voir des tendances en fait. Ouais. C'est-à-dire que si tu arrives à faire le même type de mesure à chaque fois, donc c'est un truc que j'enseigne à mes clients, tu peux voir des augmentations ou des baisses, tu vois. Le problème, c'est que quand tu es en diète, souvent, tu as tendance à vouloir presser un peu plus fort et aller plus loin que le marqueur. Et tu vois, tu vois, je perds du poids, etc. Machin, je fais une recomposition physique, alors qu'en fait, tu as juste appuyé un petit peu plus fort parce que c'est bon. C'est quand même un art de prendre des mesures avec les pinces à plis. Il faut savoir le faire, ouais. Après, avec les pinces à plis, ça prend la masse grasse. Mais tu ne vas pas mesurer vraiment ta composition corporelle. Non, c'est juste un indicateur. Enfin, en fait, en vrai, si tu fais une vraie mesure avec des pinces à plis, donc tu as plusieurs sites à prendre si tu veux avoir une représentation générale du corps. Et c'est différent entre une femme et un homme. Sur une femme, tu as plus de plis sur le bas du corps que l'homme. Mais tu vois, tu as biceps, triceps, dos, suprailiaque, ombilical, pec. Enfin, tu as plein de sites de mesure. Moi, avec mes clients, je ne leur demande pas de me faire un 9 ou 11 points, tu vois. Parce que tu sais qu'en termes d'adhérence, ils vont te faire ils vont te faire les 2 premières fois et puis après, la flemme, tu vois. Parce que surtout que toi-même, c'est difficile de faire, tu vois, donc tu aurais besoin de quelqu'un pour le faire. Mais ce que je leur dis, c'est généralement, moi, je fais suprailiaque, donc le côté là, de l'abdomen et ombilical à côté du nombril. Et c'est quand même des sites qui représentent bien, tu vois, les évolutions de masse grasse, quoi. Après, il ne faut pas uniquement se fier à un outil. C'est un des outils de mesure. Il y en a plein. Après, il y a le poids, il y a les photos, il y a Moi, le physique, toujours il y a les vêtements. Photos, mesure, plis. Ça me donne quand même une bonne représentation de l'évolution, tu vois. En vrai, je pourrais faire que photos aujourd'hui avec l'expérience que j'ai. Mais c'est bien d'avoir plus... Enfin, moi, je trouve que c'est bien d'avoir plus de data. Après, c'est peut-être mon approche un petit peu scientifique qui fait ça. Mais je sais que pour tu vois, quand tu coaches et que tu fais juste des photos, toi, tu vois les différences. Mais souvent, les gens, ils font « Mais non, j'ai pas changé du tout, etc. » Alors que tu fais « Ok, regarde, tu as perdu 10 cm de tour de taille. Est-ce que tu n'as pas changé ?» Et là, ils ne peuvent pas confronter en fait, tes idées. Ce qui est l'intérêt justement d'avoir un coach, c'est qu'il a un œil objectif et il permet de faire te rendre compte en fait des progressions. Après, accumuler plus de data, justement,
les mesures, plus le poids, plus les photos, ça permet de faire des corrélations et de voir, ok, ton poids a augmenté, mais tu as perdu en tour de taille, Exactement. comme tu as dit avant. Donc peut-être tu as pris en muscle, tu as perdu en gras, ou regarde tes photos, ça se voit que tu es plus tight, ça se voit que tu as plus de volume ou fessier, enfin je sais rien. Ça permet justement de voir vraiment les évolutions et de se dire, ok, même si le poids augmente, je m'améliore quand même. Enfin, je fais justement C'est un point important que tu dis, composition. mais c'est vrai que pour les gens qui, tu vois par exemple moi, qui étais en surpoids et qui ai commencé en fait toute ma fitness journey pour perdre du poids, quand il était venu le temps d'être en surplus calorique, de prendre du poids et de prendre du muscle, c'était très difficile psychologiquement. Et ça peut rassurer les gens énormément. Parce que tu fais, ok, on prend du poids sur la balance, mais regarde, ton tour de taille, il ne change pas. Ton pli adipeux, il ne change pas. Et du coup, ça veut dire que tu prends du muscle en fait. Et ça peut vachement rassurer les gens. Et après, enfin, évidemment, si tu es en surplus calorique pendant un moment, ça va pas être juste une prise de muscle, mais ça peut, tu vois, les rassurer en tout cas sur le fait que non, on prend du muscle, on prend un petit peu de tissu adipeux, mais c'est normal, c'est dans le processus, plutôt que non, mais je fais que du gras. Parce que souvent, quand tu démarres ou quand tu viens d'un passé un peu comme le mien, c'est que dès que tu prends un peu de gras, tu as l'impression de te transformer en loukoum, tu vois. C'est genre non, mais là, je deviens gras, etc. Et tu restes en déficit calories forever, quoi. Ouais, c'est très dur. Je pense, c'est intéressant que toi t'en parles parce que généralement c'est plutôt les femmes qui ont cette peur-là de vraiment prendre du poids. On voit que ça touche vraiment tout le monde, mais ouais, c'est clair que c'est dur et du coup, c'est aussi intéressant de relever le fait que une recomposition corporelle, voilà, c'est prendre du muscle. Alors, bien sûr, tout dépend de ton point de départ. Hein. Si tu es obèse, tu fais 120 kilos, tu vas perdre du poids. Mais la plupart des gens qui sont normales, disons les skinny fat peut-être, donc des personnes qui sont minces, mais qui ont un taux de masse, qui ont un peu de gras, et pas de muscles, pour vraiment se transformer et faire justement une recomposition corporelle, le poids, il y a beaucoup de chances qu'il augmente. Moi, si je prends mon exemple, j'étais très maigre, d'accord, de base, mais pour vraiment avoir le corps que j'ai aujourd'hui, j'ai pris 20 kilos. Il y a quand même eu 20 kilos de plus sur la balance. Et comme tu as dit, le poids va augmenter. Quand on prend du muscle, le muscle pèse lourd, comme tu l'as dit avant. Et c'est possible qu'on prenne du poids. C'est forcément, comme tu disais, c'est pour ça que le seul outil, c'est pas la balance, parce que si tu te fies juste à ça et que tu as une peur bleue, tu vois, de prendre du poids, oui, tu vas prendre du poids, mais du coup, tu progresseras jamais si tu prends pas de poids, quoi. Il y a certaines personnes qui restent coincées, qui ne progressent pas parce que justement, elles se disent, ok, je veux prendre du muscle, je mange un peu plus, et dès qu'elles voient 500 grammes de plus sur la balance, ah non, je rediminue mes calories, je mange nouveau moins. Et en fait, elle progresse jamais à cause de ça. C'était mon cas. Voilà. Donc voilà, c'est réel. Si on revient peut-être un petit peu plus sur la recomposition corporelle, donc là, on a dit que c'était possible, on a dit dans quel cas, etc. Mais alors du coup, pourquoi la plupart des personnes font des sèches, des prises de masse, des sèches, des prises de masse et passent en fait par ces phases ou plutôt à qui fait ce genre de choses? En fait, le truc, c'est que, comme tu le disais, quand tu commences à avoir de l'expérience et que ça fait quand même un moment que tu t'entraînes, etc., tu peux pas vraiment te dire, tu vois, moi aujourd'hui, à moins de m'arrêter, etc., je peux pas vraiment partir et faire, ok, maintenant je pars sur une recomposition corporelle. Parce que, en fait, ça va arriver, sans doute, mais je ne peux pas vraiment l'enclencher tu vois, consciemment et mettre en place des choses qui font que je sais que je vais avoir une recomposition corporelle. Je sais que par exemple maintenant, si je pars sur un déficit calorique et je m'entraîne peut-être plus dur, je vais avoir une recomposition corporelle, sans doute. Mais généralement, il faut que je prenne des décisions objectives d'aller dans une certaine direction. C'est-à-dire que si je veux être plus sec, il faut que je parte plutôt sur un déficit calorique, même si potentiellement ça va faire une recomposition. Et si je veux prendre du poids et progresser et mettre toutes les chances de mon côté pour progresser, il faut aussi potentiellement que je sois en surplus calorique. Okay. Et encore une fois, c'est pas parce que je suis en surplus calorique que je peux pas perdre du gras, contrairement à ce que certaines personnes pensent. C'est possible. Du coup, voilà, ça va jaser dans les commentaires. C'est un peu une boutade, mais il y a certains cas de figure où c'est possible, tu vois. Après, c'est quand même, tu vois, pour quelqu'un qui est naturel et c'est quand même, c'est rare. Mais il y a certains cas de figure où c'est possible. C'est comme
certaines personnes peuvent prendre du poids en déficit. Tu vois, ça, c'est un truc dont on ne parle pas aussi. C'est que période menstruelle chez la femme, tu peux totalement être en déficit calorique et prendre du poids parce que tu fais plus de rétention d'eau. La rétention d'eau en général, tu peux totalement prendre du poids alors que tu es en déficit calorique. Si tu prends du muscle plus rapidement que tu perds du gras, donc une recomposition physique, tu peux aussi prendre du poids en déficit calorique. Et ça, c'est des gens, ils se disent « Ah ouais, mais j'ai pris du poids, donc je ne suis pas en déficit calorique ». Il y a certains cas de figure où c'est le cas aussi, tu vois. Mais ça, c'est des variations de poids qui sont assez qui sont ponctuelles C'est ça. et temporaires. Si tu lises sur le long terme, généralement, tu es en déficit calorique, tu vas avoir une perte de poids. Et c'est d'ailleurs, je ne sais pas comment tu fais avec tes clients, mais nous, ce qu'on demande, en tout cas avec mes clientes et au sein de la team, les coachs avec leurs clients, c'est qu'on demande de se peser en fait tous les jours, de faire une moyenne sur sa semaine et ensuite de comparer les moyennes de semaine en semaine pour voir la tendance. Ça a été inventé par Bayesian, donc forcément on fait la même chose. Inventé. Et donc, ça permet en fait d'enlever justement toutes ces petites variations de poids, puisque si on se pèse par exemple tous les lundis, il suffit justement qu'on soit en période prémenstruelle. Si on se pèse un lundi, tout à coup... La pizza du dimanche soir. La pizza du dimanche soir avec beaucoup de sel, beaucoup de glucides, voilà. Le lundi matin, on va se peser. Si on a pris 1 kilo de plus par rapport au lundi d'avant, on va se dire « Ah, je perds pas de poids, ça marche pas, je progresse pas. » Je suis un petit gros. Voilà. Et on va éventuellement prendre des décisions qui sont pas les bonnes, donc peut-être couper ses calories, faire plus de cardio, etc. Alors qu'en fait, si on avait fait une moyenne sur la semaine, peut-être que juste ce jour-là, on était un peu plus lourd à cause des raisons dont on vient de parler, rétention d'eau principalement. Et alors qu'on aurait vu que voilà, la moyenne sur la semaine a quand même diminué par rapport à la semaine d'avant. Et en fait, tout fonctionne, on progresse et il n'y a rien besoin de changer. Donc juste voilà, faire attention par rapport à ça. C'est bien, tu me poses des questions et tu y réponds après. Derrière, c'est ça. Non, je fais la même chose. Petite astuce d'ailleurs, soit pour les coachs, soit pour les coachés, les coachés en français. Les gens qui ont vraiment peur de se peser tous les jours. Maintenant, vous avez des balances connectées, Bluetooth, Wi-Fi. T'as même pas besoin de regarder. Ouais, et en fait, tu peux mettre carrément, tu vois, genre un papier sur ta balance. Tu gères la connexion sur ton téléphone, tu te pèses, le truc se synchronise à ta data sur ton téléphone et tu n'as pas besoin de regarder. Et puis après, à la fin, tu envoies ça à ton coach et tu n'as pas besoin de stresser sur tes variations quotidiennes. Parce qu'il y a des gens, ça les fait stresser de voir j'ai pris 0,5 aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait, etc. Non, ça, c'est normal en fait. Tu vas avoir des variations en haut, en bas et c'est pour ça qu'il faut lisser sur le long terme. Totalement. Moi j'ai des clients, je leur ai demandé d'arrêter de se peser. Je leur ai dit ok, on arrête de la peser parce que ça flinguait tellement leur état d'esprit. Ouais, mais le problème c'est que toi tu manques de data après quand tu fais ça. Donc c'est à double tranchant. Comme tu as dit avant, maintenant au bout d'un moment, tu vois, les photos ça suffit, les mensurations ça suffit, tu vois quand même si la personne progresse. Des fois tu préfères faire ça et pas avoir toutes les datas, mais que la personne soit bien et du coup soit adhérente au protocole. Ouais, c'est l'adhérence qui est prise. Et qu'elle se sente bien. Et moi je sais je l'ai vécu aussi, se peser tous les jours et ça dicte ta journée. C'est aujourd'hui je suis plus lourde, merde, et ça te met dans un mood où tu es de mauvaise humeur toute la journée, tu as l'impression que tu dois pas manger, tu as l'impression que quand tu as des soucis avec ça. Vraiment des petits êtres sensibles. Non, c'est la réalité de beaucoup de gens. C'est vraiment la pesée du matin, ça va vraiment dicter son mood en fait pour la journée. Et j'ai perdu du poids, c'est cool. Là je vais passer une bonne journée. Et puis, Moins chez les hommes. Moins chez les hommes, je pense, ouais. Mais chez les femmes, c'est vraiment très très courant. Bien sûr. J'ai eu plein de fois le cas de figure. J'ai coaché beaucoup de femmes. Donc, je pense que j'ai coaché plus de femmes que d'hommes en vrai. Si je dois être à 60-40. Ok. Encore, ouais. Pour revenir encore sur la recomposition corporelle et les différentes phases, c'est un petit peu le sujet du podcast. Non, pour parler des différentes phases... Elle m'a rien dit. Elle m'a forcé à m'installer dans le canapé. J'ai eu aucun choix. C'est un peu vrai. Dans une position hyper inconfortable. C'est toi. On continue. Et donc, non, le fait de passer par plusieurs phases, en fait, c'est, je dirais qu'au bout d'un certain moment, c'est vraiment nécessaire. Une fois qu'on sort un petit peu de cette phase débutante, tu n'étais pas d'accord avec moi, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pour atteindre vraiment son objectif, et quand je parle de son objectif, c'est genre vraiment une vraie transformation, atteindre son body goal ou vraiment le corps qu'on aimerait atteindre, souvent ça nécessite justement de passer par ces phases
Et c'est pas toujours possible d'y aller en fait d'une traite. Du genre, voilà, maintenant j'ai mon plan alimentaire. D'avoir une progression vers le body goal, tu veux dire? Ouais. Et parfois, il faut justement passer par plusieurs phases, par ces phases justement de prise de masse suivie d'une sèche pour reperdre un petit peu en masse grasse, être plus à l'aise pour repartir ensuite sur une prise de masse, sans forcément faire des variations de 10-15 kilos à chaque fois. Hein. Ça peut être, c'est juste des petites variations au niveau des calories, au niveau de l'objectif. Et du coup, en fait, ma question, c'était pas très, très clair, mais combien de temps ça peut prendre, c'est ce que les gens veulent savoir en général, c'est combien de temps ça prend pour avoir une recomposition corporelle. Du coup, on n'était pas d'accord sur quoi? Ce que est-ce que, au bout d'un moment, est-ce que les gens doivent passer sur des phases, en fait, prise de masse sèche, ou est-ce que, de ton point de vue, on peut vraiment y aller d'une traite? Bah, si ton point de départ, c'est que tu veux perdre du gras et être beaucoup plus musclé, ça va être difficile de le faire d'une traite en fait. Ouais. Ok. Après, si tu pars de pas trop gras, pas trop de muscles et que tu veux juste être plus musclé, potentiellement tu peux y arriver sans faire certaines phases en fait. Tu peux juste prendre du muscle. Alors, je peux juste rebondir là-dessus, c'est très possible. Le problème, c'est que la plupart des gens, je trouve, ne s'entraînent pas suffisamment intensément pour y arriver. Moi, j'allais dire que c'est surtout en fait que ça prendra plus de temps. Ouais. Et souvent, les gens ne sont pas patients, surtout quand ils démarrent dans ce processus. C'est que ils ont envie d'arriver à leurs objectifs le plus rapidement possible. Et c'est vrai que si tu fais... et c'est difficile aussi à mettre en œuvre, tu vois. Par exemple, arriver à mettre en œuvre un surplus calorique de 50 calories par jour, tous les jours, pendant 1 an, c'est pas facile. Parce que tu as les variations, tu as la vie, tu as les sorties, tu vois, c'est pas évident. Et du coup, c'est souvent plus facile d'être un petit peu plus drastique et extrême dans les objectifs et les variations. C'est-à-dire, je pars sur une prise de masse, donc je vais avoir un surplus calorique qui est peut-être, tu vois, genre la limite haute, où je vais prendre du poids un petit peu plus rapidement. Mais je vais aussi progresser plus rapidement et puis après passer par une phase où on vient perdre un petit peu de gras et maintenir sa masse musculaire. C'est ce qui se fait le plus couramment parce que c'est souvent ce qui est plus facile à mettre en place. Après, je pense qu'avec les années d'entraînement et avec les années de pratique par rapport à ça, c'est quelque chose qui peut être moins drastique et plus... aussi parce que entre guillemets, les progressions sont moins drastiques dans les deux sens. Tu peux lisser un petit peu ces deux choses, tu vois. C'est-à-dire que moi, j'essaye d'être le plus de temps possible en surplus calorique. Alors j'ai envie de dire, la plupart des gens... Et léger. Ouais, mais la plupart des gens devraient, de manière générale, on devrait être la plupart du temps en surplus ou en maintien, plutôt que passer plus de temps en déficit calorique. Alors c'est une conversation intéressante, mais si tu regardes la santé à long terme, les recherches montrent qu'il vaudrait peut-être mieux être en déficit calorique pour vivre plus longtemps qu'en surplus calorique. Donc ça dépend de tes objectifs. En fait, je dirais que ça dépend de la situation de départ. Sûr, ouais. C'est si je dirais de manière générale, les femmes, je dis les femmes parce que c'est vraiment, on voit quand même, c'est principalement les femmes qui se restreignent constamment, qui ne mangent rien, qui pensent devoir être toujours plus maigres, et elles sont constamment, elles mangent 1200 calories par jour. Non, mais carrément. Des années. Et là, tu as le problème de... tu vas pas réussir à construire un gros physique si tu es constamment en déficit calorique parce que c'est possible d'avoir une recomposition physique. Mais en fait, ça va être tellement petit que tu vas pas le voir en pratique, tu vois, tu vas pas progresser. Et surtout, si tu es en déficit calorique constamment, en fait, tu fais déficit, après tu fais une semaine de beuverie où tu pars en vacances, tu manges n'importe quoi, tu reprends du gras, etc. Et après, tu reviens, redéficit calorique tout le temps, etc. Et tu progresses jamais, en fait. Et ça fait le yo-yo. Et tu as un physique qui est dégueulasse. Et tu perds du gras, mais au bout d'un moment, tu perds aussi du muscle si vraiment tu t'alimentes pas suffisamment. Et je vais dire un truc et je sais plus quoi. Et outre le physique, c'est aussi la santé métabolique. C'est qu'à force de toujours être en déficit calorique, le corps ne reçoit pas ce qu'il a besoin. Et niveau métabolisme, hormones, etc., il y a aussi tout qui part en couille. Il y a combien de femmes n'ont plus leurs règles, combien de femmes ont des soucis de thyroïde, digestifs.
Et du coup, voilà, moi, c'est pour ça que je voulais dire, moi, il faudrait passer la plupart de son temps quand même en maintien ou en léger surplus, plutôt que vraiment être tout le temps en déficit calorique. Ah ouais, clairement. Bah, surtout si tu veux progresser en musculation, quoi. Ouais. Tu mets pas toutes les chances de ton côté si tu es tout le temps en déficit calorique parce que tu n'es pas dans un environnement propice à construire du muscle, quoi. Et c'est ce qu'on disait avant, ça rejoint aussi la peur de prendre du gras. C'est que aussi la plupart du temps, les gens se remettent en déficit calorique tout le temps parce que dès qu'ils reprennent 500 grammes, j'ai peur, je stresse, non, je prends du gras, je me remets en déficit. Tu as aussi cette transition qui est pas facile où quand tu commences à reprendre du poids, souvent, tu as l'impression de prendre que du gras parce que c'est plus rapide de prendre du gras que de prendre du muscle en fait. Ouais. Donc il y a cette période où il faut accepter, et c'est pour ça que c'est bien de se faire coacher en fait. Parce que tu as quelqu'un qui te suit et qui te rassure par rapport au fait que non, c'est normal, oui, ton physique s'efface un petit peu, tu deviens un petit peu plus molle, on va dire. Avant que ta masse musculaire se développe davantage et vienne pousser un petit peu justement ce tissu adipeux et que tu sois plus esthétique à nouveau en fait. Moi c'était vraiment ça qui était difficile, c'est que j'avais besoin d'être très sec tout le temps parce que je voulais être bien sur les photos, sur les réseaux, etc. Et à chaque fois que je prenais un peu de gras, je me disais ah ouais non mais là c'est pas possible, etc. Il faut que je reparte en déficit calorique. Et j'ai dû accepter cette transition, d'avoir des gens autour de moi qui me rassurent un petit peu sur le fait que non mais t'inquiète, ça va le faire, etc. Ouais. Et vraiment trust the process jusqu'à ce que, ah ok, bah, là je vois les progrès, etc. Et puis tu... Ouais, c'est tellement vrai ça, c'est vraiment, quand tu commences ce parcours-là, il faut persévérer et passer cette phase. Et après, justement, tu arrives à un point où, là tu commences à voir les muscles, tu es plus rempli, tu es plus plein, et là tu dis, ah ok, ouais, ça marche. Après, peut-être démarrer ce processus, tu vois, genre loin des périodes où tu vas être tu vois, en bikini ou un truc comme ça. Potentiellement, tu vois, genre si tu veux partir sur une prise de masse, bah, tu rentres de tes vacances, tu démarres direct parce que tu sais que pour la plupart des gens, ils ont tu vois, au moins 10-11 mois devant eux. Ouais. Pour passer par ce processus et pas être stressé de ah ouais mais dans 3 mois je suis sur la plage et tout et je suis pas encore je me sens pas encore bien par rapport à mon évolution et à mon image quoi. C'est intéressant que tu aies parlé des 10, 12, 11 mois parce que ce qu'il faut aussi comprendre c'est que justement prendre du muscle ça prend énormément de temps et quand on parle de ces phases justement de prise de masse... Construire du muscle ça prend du temps mais reprendre du muscle ça peut aller très très vite. Oui, la mémoire musculaire c'est un vrai truc. C'est un vrai truc. Non, c'est réel. Quand on parle de mémoire musculaire, les gens ils sont là, ouais, c'est du bullshit. Non, c'est vrai. C'est un vrai truc. C'est vrai. C'est qu'une fois qu'on a construit le muscle, même si on s'arrête pendant un petit moment et qu'on perd un petit peu, les cellules musculaires sont là, on va dire. Et en fait, les reprendre, ça va vraiment... Ça va vite. Petit aparté, c'est pour ça que ça m'embête un petit peu. Tu vois, quand un professionnel est pris pour dopage, quand tu te dopes, tu vas créer des nouvelles cellules musculaires. Et même si tu t'arrêtes de te doper et que tu es naturel à nouveau, en fait, tu as toujours ces nouvelles cellules musculaires qui seront là pour forever, tu vois. Donc, tu vois, genre, les athlètes pros qui se font prendre pour dopage et qui se prennent 1-2 ans de suspension et qui reviennent, ils auront toujours un avantage, entre guillemets, par rapport à quelqu'un qui ne s'est jamais dopé. Bon, après, tous les athlètes professionnels sont dopés, à mon avis, mais c'est un autre... Je parle pas forcément en bodybuilding, hein. Je parle, tu vois, genre au JO, trucs comme ça. Ouais, non, ça c'est clair. Ouais, après, justement, ceux qui disent « Ah, je suis naturel maintenant », ils ont passé 10 ans à prendre des produits, mais maintenant ils sont naturels. En vrai, non. C'est dès le moment où tu as pris des produits une fois dans ta vie, t'es plus naturel parce que... Enfin, voilà. Enfin, tu as dépassé ton plafond, en fait, de naturel. Oui, sur le papier, tu es naturel, en ce moment. Mais ton potentiel génétique est pas naturel, en fait. Mais du coup, ce que je disais, c'est que ces phases-là, il ne faut pas se dire qu'elles sont rapides, surtout les phases de prise de masse. On voit des fois sur les réseaux, je fais une prise de masse pendant 6 semaines. Oui, mais en 6 semaines, tu ne vas pas construire grand-chose. Généralement, c'est 6 mois, une année. Franchement, vraiment... Surtout si tu es naturel. Ouais, et surtout, quand on en fait, je pense que le problème vient de là, en fait. Tu sais, ça vient des athlètes dopés. Qui font des prises de masse de 12 ou même des préparations en compétition en 16 semaines. T'imagines 16 semaines 12 à 16 semaines, ouais. Non, mais même des 12 semaines, j'ai déjà vu des 12 semaines. Moi, mes preps, mes preps durent 6 à 7 mois. Ah bah oui. Pour perdre le gras pour les compètes.
Mais je pense que ça vient de ça, mais ça vient aussi des coachs sur les réseaux qui promouvoient des avant-après absolument incroyables, des mensonges forcément, des prises de Ou masse. pas forcément, mais juste qui font des transformations très rapides, super drastiques, et puis après qui laissent leurs clients derrière oui, ça, c'est plutôt repartir pour les pertes à de gras. l'inverse. Ouais, c'est ça. Ça, c'est plutôt pour les pertes de gras. Ils font perdre 30 kilos en 2 mois et demi, mais par derrière, la personne en reprend 40. Mais oui, bon. Non, elle est morte. Mais du coup, ce qu'on veut dire par là, c'est que vraiment, ça prend du temps en fait. Ça prend du temps. Une recomposition corporelle, ça ne se fait pas en quelques semaines, ça se fait plutôt en quelques mois, mais même plutôt en quelques années. Vraiment. Et je dirais que la plupart des gens qui veulent vraiment construire du muscle et vraiment transformer leur physique devraient... C'est un marathon. Ouais, c'est ça. Et ce qui aide aussi, enfin ce qui aide, non, mais il faut y penser comme quelque chose vraiment à long terme. Ah mais totalement. Ok, je fais ça, mais peut-être que mon objectif, je vais l'atteindre dans 2-3 ans. Mais il ne faut pas que ça décourage la personne du genre, en fait, ça prend trop de temps, je ne vais pas y arriver, du coup, mais le problème, c'est que ce n'est pas vendeur. Bah non, c'est pas vendeur. C'est pas vendeur de dire à quelqu'un, ouais, carrément, on peut arriver à tes objectifs. Donc là, on est en 2024, 2027, ça te va? Les gens, ils font, ah bah non, je vais aller voir coach super physique, super fast, transformation 3 mois, parce que sa promesse, c'est sur 3 mois, tu vois. Bah oui. Et c'est le problème, et c'est un peu le truc contre lequel on se bat tous quand on a une approche un peu bienveillante du coaching, etc. C'est que on n'a pas envie de mentir aux clients, et en même temps, le problème, c'est que du coup, on leur fait pas miroiter un truc qui est super sexy, tu vois, t'inquiète, tes objectifs, 2 semaines, c'est plié, on y est. Parce qu'on sait que c'est pas réel, en fait. Mm-hmm. Après, c'est clair que c'est difficile pour la personne quand on lui dit, écoute, honnêtement, ton objectif, ça va prendre plutôt 2 ans plutôt que 3 mois. Mais après, je pense que tu attires aussi les bons clients, en fait. Si tu n'as que des clients qui disent « Ok, moi je veux une transformation en 2 mois », est-ce que tu as vraiment envie de travailler avec ce genre de personnes? Parce que, après, il faut leur expliquer, bien sûr. Ouais, bien sûr. Après, tu peux avoir une adhérence, tu vois, tu fais les 2 premiers mois et après, ils se rendent compte quelle est la réalité et ils adhèrent au process et ils aiment bien l'approche et ils se disent « Ah ouais, c'est cool. » Très souvent, tu expliques le processus de base, mais ensuite, c'est en faisant que la personne se rend vraiment compte. Et souvent, c'est aussi les progrès, pas uniquement physiques, mais aussi, après 6 mois de coaching, elle voit que toute sa vie s'est améliorée, son sommeil, sa digestion, elle prend en force, plus d'énergie, libido, etc. Et là, elle voit que tout s'améliore, puis elle se dit, ok, effectivement, peut-être pour atteindre le physique que je voulais. La team Fit by Chloé, c'est le rêve. Laisse-moi parler. Peut-être que pour atteindre vraiment mon objectif final, ça me prendra encore 6 mois, 1 année, mais je l'accepte parce qu'au final, je kiffe le processus, il y a tout qui va mieux. Et puis, mais c'est ça, après, tu crées des relations. D'une certaine manière, tu as ton coach, quelqu'un avec qui tu peux parler, qui t'accompagne dans ton truc, etc. C'est souvent une expérience extraordinaire, tu vois, qui pousse beaucoup de gens à changer totalement leur vie, en fait. Et c'est ça qui se rendent pas compte, c'est que souvent, tu as l'impression que prendre un coach, c'est avoir le mec qui t'accompagne pendant 1 heure à ta salle de sport et puis après qui s'en fout de toi, etc. Alors que c'est ça la beauté du online, c'est que tu as souvent quelqu'un qui va devenir très proche de toi, qui va connaître beaucoup de choses sur ta vie, qui va t'aider dans ces processus de doute et tout. Et ça a une vraie valeur, tu vois. Ouais. Et c'est pour ça que souvent les gens sont choqués sur les prix des coachings. Et tu dis, ouais, mais c'est un investissement sur toi qui va littéralement transformer ta vie. Tu vois. C'est pas juste 1 heure de ton temps sur ta semaine. C'est quelque chose où dans 1 an, tu vas dire, c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie parce que je suis tellement j'ai transformé ma vie, pas seulement mon physique, j'ai transformé ma vie, ma vision des choses et tout. Le fait tu te rends compte, on n'en parle pas, mais le fait de gagner en autonomie sur le fait de pas comprendre vraiment comment perdre du poids, prendre du poids, etc. Et se retrouver 1 an plus tard après un coaching en se disant, je suis beaucoup plus rassuré parce que je sais que si je prends du poids,
c'est pas trop difficile d'en perdre. Si je perds du poids, je sais que c'est pas trop difficile d'en reprendre. J'ai des bonnes habitudes de vie. Je me sens beaucoup mieux dans ma vie au quotidien, etc. Enfin, c'est fantastique. Je sais comment me nourrir et je suis plus complètement paniquée Ouais, avec l'idée de tu quoi vois, manger, comment manger. J'ai un pote là, un pote d'enfance, tu vois, qui m'envoie un message qui fait ouais, Nevin, t'as pas un conseil pour perdre de la brioche, tu vois. Et je fais here we go again, tu vois. Je le salue d'ailleurs s'il écoute ce podcast. Et je lui dis bah écoute, tu sais, j'essaye de pas être séduisant entre guillemets, mais je lui dis bah écoute, il y a pas de secret en fait, tu vois. Ça va être quelle est ton activité physique et qu'est-ce que tu consommes, etc. Puis ouais bah franchement, je m'alimente plutôt bien, tu vois. Donc la classique, ce que tout le monde dit, je mange plutôt sainement. Je fais ok, et tu manges quoi? Bah le matin, je mange généralement des fruits, et puis le soir, je me fais une assiette genre des légumes, des féculents et une source de protéines, etc. Machin. Il m'envoie une photo avec un œuf, un peu d'haricots verts et plein de riz, tu vois. Et je lui fais ok, d'accord. Et je lui dis mais si tu manges ça tous les jours, ça m'étonnerait que tu prennes du poids, tu vois. Je lui dis, il faut aussi compter les week-ends. L'alcool. C'est lisser les calories sur un mois qui vont dicter, en vrai, si tu es en surplus calorique ou en déficit calorique, tu vois. Et il me fait, ouais, ok, bah, le matin, quand j'ai faim, généralement, je rajoute des petits pains au lait, tu vois. Je fais, ok, bah, tu vois, par exemple, là, tu rajoutes pas de protéines, tu n'as pas de protéines dans ton... Et tu rajoutes des trucs qui te servent pratiquement à rien par rapport à tes objectifs, tu vois. Et en fait, tu te rends compte que, tu vois, quelqu'un qui dit, ouais, mais je pense manger normalement, sainement, et en fait, bah, c'est pas de sa faute, entre guillemets, parce qu'il a pas appris. La culture populaire fait que tu as l'impression que tu manges pas à côté de la plaque, mais c'est pour ça que tu as toute une éducation à faire, parce qu'en fait, il est complètement à côté de la plaque. Il sait pas s'alimenter, en fait, tu vois. Il sait pas s'alimenter sainement par rapport à ses objectifs. Et donc, voilà, le coaching, c'est ça, c'est un réapprentissage, c'est une éducation de... Ok, on reprend les bases, voilà ce dont tu as besoin, etc. quoi. Ouais, et ça, non seulement pour la nutrition, ce qui joue quand même énormément, mais après aussi pour l'entraînement. Combien vont à la salle mais ne savent pas s'entraîner, même si ça fait des années qu'ils s'entraînent, ils ne se poussent pas assez, ils ne savent pas dans quel ordre faire les exercices, ils ne savent pas... ouais. Je dirais que c'est le moins pire en vrai pour atteindre ses objectifs. L'entraînement ? Ouais, parce que je pense que tu peux t'entraîner mal, mais tu le vois d'ailleurs, tu vois. Tu peux t'entraîner mal, mais si ta nutrition elle est on point, en vrai, tu vas faire plus de progrès qu'un mec qui s'entraîne bien et qui a une nutrition complètement... Ouais, après, ça dépend aussi toujours de l'objectif. Si ton objectif, c'est vraiment juste de prendre du muscle, mais que tu t'entraînes... tu fais des kickbacks sur un Stairmaster... Ouais, mais regarde, donc toi, les personnes avec qui tu travailles, c'est principalement des femmes. Ouais. Tu dirais que la majorité veulent perdre du poids ou prendre du muscle? De base, perdre du poids, jusqu'à ce qu'elles remarquent qu'en fait, elles ont besoin de prendre du muscle. Ok, d'accord. Mais regarde, tu parles de quelqu'un qui a besoin de perdre du poids, qui ne s'entraîne pas, tu fais s'entraîner même pas très bien, oui, alors, et tu as un déficit calorique, tu vas avoir sans doute des meilleurs résultats que si tu as un entraînement de fou. C'est juste pour faire l'avocat du diable en fait. Non, mais je suis d'accord, mais disons qu'il y a une limite. Je pense que si pendant 5 ans tu fais de la merde à la salle, tu vas jamais... Ah non, mais bien sûr, c'est dans un premier temps, tu vois. Après, évidemment, c'est ce qu'on disait, tu vois, avec les débutants et intermédiaires et avancés. Tu dois faire plus de compromis, c'est-à-dire tu dois t'entraîner mieux, tu dois t'entraîner avec plus d'intensité, mais demander une intensité de fou à quelqu'un qui démarre, c'est trop compliqué, tu vois. La proximité à l'échec... Quoi que tu fasses au début, tu vas progresser, quoi que tu fasses. En plus, tu peux avoir une proximité à l'échec qui est loin. Tu te rends compte que les gens qui sont vraiment sédentaires, juste tu leur fais faire de la course à pied, ils prennent du muscle, genre dans les quads, etc. Tu vois, c'est dingue. Toi, tu vas faire de la course à pied, tu vas rien prendre du tout. Non, effectivement. Mais par rapport au coaching, du coup, il y a non seulement l'alimentation, le sport, mais après, il y a aussi toutes les habitudes, en fait, de l'hygiène de vie, en fait. Quoi, une bouteille de vodka par week-end, c'est pas bien? Que ce soit le sommeil, la gestion du stress. Moi, je dors pas besoin. T'es lourd. La gestion du stress, mais en fait, quand on dit gestion du stress, les gens, ils sont là, je vais pas faire de la méditation tous les matins, mais en fait, ça, c'est un gros sujet, je sais pas si j'ai envie d'aller là-dessus. Je t'ai pas vu méditer trop le matin, Chloé. Mais en fait, mieux gérer, arrête.
mieux gérer face aux aléas de la vie, en fait, et aussi, simplement, c'est une question d'état d'esprit aussi, et transitionner aussi peut-être d'un état d'esprit de victime à un état d'esprit de croissance, mais tout ça, c'est aussi des trucs qu'on acquiert durant un coaching, en fait. Non, mais bien sûr. Mais il y a plein de trucs, en fait. C'est pour ça que, de toute façon, une transformation physique, ça vient via une transformation du mode de vie, de ses habitudes, etc. Diète, étymologiquement, ça vient de dieta, qui était manière de vivre, tu vois, en grec. Donc, tu vois, ça veut bien dire que juste ta diète, c'est pas suffisant, entre guillemets. C'est que c'est une approche générale, une approche bien-être générale. Et c'est pour ça que si tu ne te fais pas accompagner, comprendre et trouver tous les trucs, ça prend. En fait, c'est ça le coaching. Le coaching, c'est surtout une accélération du processus où tu as quelqu'un qui sait en fait ce que tu dois mettre en place, des trucs qui nous ont pris 10 ans à apprendre, et lui, il t'arrive, il te fait ça en une semaine. Tu as déjà fait, tu vois, tu as gagné 10 ans de ta vie en fait, d'une certaine manière. Tu as accès en fait aux connaissances et à l'expérience d'une personne externe. Mais en fait. tu ne trouves pas qu'aujourd'hui dans notre société, on valorise de moins en moins ça? Genre, je trouve que les gens, ils ne respectent pas les personnes âgées, etc. Ils les voient comme, tu vois, des gens qui n'ont rien à leur apporter, etc. Alors que moi, ça me tue à chaque fois parce que souvent, c'est des gens qui ont tellement plus de maturité sur tellement de points, parce qu'ils ont vécu 80 années plus que toi, en fait, d'une certaine manière. Alors oui, ils n'ont peut-être pas cette rapidité d'esprit parce que ils sont un peu plus anciens, mais en vrai, ils ont beaucoup plus de profondeur, ils ont beaucoup de choses à nous apprendre, etc. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on l'oublie, ça. Tu vois. Dans la culture européenne, un petit peu moins, tu vois. Je trouve que dans les cultures asiatiques, il y a... Beaucoup plus le respect des anciens. Ouais. Je veux juste revenir sur quelque chose que j'ai dit avant, c'est que tu m'as demandé l'objectif de mes clientes, de nos clientes, la plupart du temps. Et j'ai dit en général, c'est perdre de poids jusqu'à ce qu'elles se rendent compte qu'elles ont besoin de prendre du muscle. Ouais. Et ça, je pense que c'est quelque chose aussi qu'on voit très très souvent. C'est toujours, elles pensent toujours, je dois perdre du gras, je dois perdre du gras, je dois perdre du gras. Alors qu'en fait, ce qu'elles ont besoin, c'est justement de masse musculaire. Ouais, parce qu'en fait, le truc, c'est qu'elles pensent qu'en perdant du gras, elles vont ressembler aux objectifs physiques qu'elles voient, tu vois, soit... Inspo. Ouais, c'est ça, sur Instagram, etc. Alors que tu peux perdre tout le gras que tu veux, tu n'auras pas la masse musculaire qui fera que esthétiquement, tu ressembleras à ce que tu veux ressembler, en fait. Et ça, c'est très problématique. Tu as la même chose chez les gars, dans le sens où, ouais, non, mais je veux perdre du poids pour qu'on voit mes abdos et tout, et je serai plus sec, etc. Et ouais, déjà, il n'y a pas d'abdos, et puis il n'y a pas le reste, et tu te retrouves à des indices de masse grasse super faibles, et tu ressembles toujours pas à ce dont tu as envie de ressembler, quoi. C'est vraiment quelque chose que tu vois souvent chez les hommes? Ça arrive. Ça arrive? Ça arrive, ouais. Ça arrive. Moi, j'ai déjà eu un client. Je lui disais, écoute, je veux bien, enfin, tu vois, c'est toi qui dictes, entre guillemets, là où tu veux aller, mais je te dis que tu ressembleras pas à ce que tu penses vouloir ressembler. Il me fait, non, et tout, c'est vraiment, enfin, je veux perdre du gras, etc., je veux voir mes abdos. Je fais, ok. Et on l'a vraiment, je te montrerai des photos, mais il était vraiment sec. Et oui, tu voyais ses abdos et tout, mais enfin, il est vraiment sec, sec mec, quoi. Et du coup, après, on est reparti à l'inverse. Alors après, il était dans un environnement propice à prendre du muscle de fou. Et du coup, dès qu'on a été en surplus calorique, il a pris une masse musculaire incroyable rapidement. Mais ouais, c'était... Après, c'est difficile, ça, cette position, quand tu coaches. Tu sais, entre guillemets, ce dont la personne a besoin, mais il faut aussi quand même s'adapter aux souhaits de la personne. Et il y a une balance qu'il faut trouver, quoi. En fait, c'est ça le coaching. C'est d'amener la personne là où on sait qu'elle devrait aller, mais en s'adaptant à elle, parce que tu connais ses limitations, ses peurs, ses croyances. Et en fait, le but, c'est de changer tout ça pour l'amener là. Et il faut faire attention aussi à nos biais, tu vois, au fait que nous, notre vision de la chose ou notre vision d'eux-mêmes, etc., est biaisée par notre vision du reste. Et il ne faut pas non plus l'appliquer, tu vois, aux personnes. Parce que tout le monde n'a pas envie de ressembler à une bikini pro, entre guillemets, tu vois. Et nous, on se dit, ah ouais, mais c'est ça l'idéal. C'est ça qu'il faut. C'est genre, ouais, mais non, pas pour tout le monde, en fait, tu vois. Ouais, mais c'est vraiment ça le coaching. Et après, ça, c'est aussi... c'est le problème aussi dans le coaching, c'est les coachs qui
ont peut-être les connaissances théoriques, ou alors qui ont fait pire, ils ont appliqué pour eux, ça a marché, ils se disent ok, je peux appliquer ça à n'importe qui, ça va marcher, mais qui ne savent pas réellement coacher. Ah bah, coacher et lire un livre, c'est pas la même chose. Voilà, ou refiler un protocole ou un plan alimentaire ou un programme d'entraînement et vraiment faire du coaching, c'est vraiment pas pareil. Ah bah oui, je suis totalement d'accord avec toi. Mais c'est, tu vois, c'est ce qu'on apprend dans notre formation, c'est que dans Bayesian, on essaye de donner le plus de contenu théorique aux gens pour leur donner tous les outils nécessaires pour coacher. Mais on leur dit bien, voilà, c'est le démarrage. Là, tu as un bagage technique qui est peut-être supérieur à ce que la plupart des gens ont via d'autres cursus. Mais il faut quand même que tu aies cette expérience de terrain de coacher. Tu vois, on a des études de cas, on montre aux gens comment coacher, comment on met les choses en place, etc. Mais c'est comme quand tu fais des maths, c'est comme quand tu écris, c'est comme peu importe, tu vois. Tu peux comprendre le truc, mais après, il faut quand même le faire pour gagner l'expérience, avoir cette subtilité et cet art du coaching, entre guillemets, de s'adapter au contexte, de trouver, ok, ça, c'est l'optimisation théorique, mais je sais qu'en pratique, avec cette personne, ça ne va pas marcher parce que l'adhérence ne sera pas là, donc il faut que je contourne ça et que je trouve une option d'arriver, entre guillemets, à la ligne d'arrivée, mais en passant par d'autres chemins, en fait. Et c'est ça le coaching, tu vois. C'est cet art d'équilibrer le tout. S'adapter à la personne. Et ça demande aussi des qualités, je pense que pas tout le monde a. Et c'est vrai. Et beaucoup de coachs qui ont justement les connaissances théoriques n'ont pas ces qualités sociales, en fait. Tu le vois. Hein. Ouais. C'est souvent, c'est genre, ouais, je me suis fait coacher par lui et ça s'est mal passé parce que, tu vois, genre, il me parlait comme une merde parce que je faisais pas ce qu'il me disait, etc. Et c'est genre, ouais, c'est problématique. Ouais. Mais c'est souvent des gens qui sont en début de carrière et qui après... C'est ce que j'allais dire. Et souvent, les gens qui démarrent, qui ont un petit peu un manque de confiance en eux sur, tu vois, syndrome de l'imposteur, ils ont envie d'être super stricts, etc. parce que c'est comme ça qu'ils vont avoir des résultats. Et après, ils se rendent compte que non, mais en fait, je suis un petit dictateur, en fait, tu vois. C'est pas des machines en face de moi, surtout. Non, mais c'est ça, en fait. C'est ça. C'est un truc que je dis tout le temps, ça. C'est que je sais plus ce que je dis tout le temps. Non, je sais. Tu programmes un ordinateur et tu coaches une personne, en fait. Ouais, c'est ça. Tu coaches des humains, en fait, qui ont une vie privée, qui ont des obligations, qui ont des émotions, qui ont des problèmes pro, privé, perso. Enfin, c'est pareil. Ouais. Bon, on s'est un petit peu éloigné du sujet de base, mais je pense qu'on a bien fait le tour du sujet. Ouais. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose ou peut-être clore le podcast ou... N'ayez pas peur du surplus calorique. C'est important. Je viens d'enregistrer un réel là-dessus en plus. Ouais, je pense que... Enfin, tu vois, si vous avez vraiment peur et que ça fait des années que vous tournez en rond, entre guillemets, et que vous n'arrivez pas vers vos objectifs, faites-vous accompagner par quelqu'un qui sait. Ça, c'est difficile aussi, tu vois. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo là-dessus sur YouTube. Allez vous abonner d'ailleurs. Mais c'est comment choisir un coach, tu vois. Parce que souvent les gens ils se disent ouais peut-être que je devrais prendre un coach, mais comment choisir un coach, etc. Déjà consommer du contenu de la personne, voyez son approche, sa mentalité, potentiellement les gens avec qui il a travaillé, tu vois, les témoignages, etc. Mais si vous galérez, prenez un coach qui va vous permettre d'accélérer tout ça. N'ayez pas peur du surplus calorique, vous devriez être une grande majeure partie de votre temps en surplus calorique si vous avez des objectifs esthétiques et de prendre du muscle. Parce qu'encore une fois, si tu perds seulement du gras, tu vas pas être avec l'esthétisme que tu penses que tu vas être. Donc voilà. Et soyez patient, ça prend du temps. Ouais, non mais c'est vrai, c'est important de le dire. C'est vrai que nous on sait, et on part, on a cette vision de la temporalité qui est totalement différente de quelqu'un qui démarre, tu vois. Bon, on va clore ce podcast ici. Donc, Nevin, merci beaucoup pour ce podcast. Avec plaisir. Je vais mettre tous les liens vers J'ai mal au dos maintenant. Je rigole. Je vais mettre tous les liens vers l'Instagram et la chaîne YouTube de Nevin dans la description du podcast, si vous voulez les retrouver. Allez faire un tour, c'est cool, on est bien. Abonnez-vous.
et on se retrouve dans un prochain épisode. On espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lui donner une note et de le partager sur les réseaux sociaux. Et à bientôt dans un nouvel épisode.